Passons à un chapitre concernant la supervision directe de la prise du traitement. Vous devez savoir que, en général, au cours de la phase initiale, le traitement doit être supervisé de façon totalement et que le malade va prendre le médicament devant l'infirmier tous les jours au centre de santé. Bien sûr, avec une certaine souplesse concernant les personnes qui ont des contraintes particulières, professionnelles ou familiales ou autres, mais dans ce cas, on leur donne des dotations de traitement de 1 à 2 semaines. Donc, au cours de la phase d'entretien, la dotation se fait de façon standard, toutes les 1 à 2 semaines. Mais en cas de patient qui a déjà été traité, qui a un échec ou qui a une résistance ou autre, la supervision doit être totale durant toute la durée du traitement. Nous passons un chapitre dit de relance. La relance, ça veut dire que en cas d'abandon de traitement, par exemple, au niveau des centres de santé, le patient se présente par exemple toutes les semaines pour prendre sa dotation en médicaments. S'il y a une échéance particulière, le patient ne se présente pas. S'il ne se présente pas pour une raison X ou Y, ça veut dire que le patient risque de développer des résistances ultérieurement. Il va compliquer sa prise en charge. Dans ce cas, le médecin ou l'infirmier chef responsable du centre de santé doit s'organiser de telle sorte qu'à avoir, par exemple, un numéro de téléphone pour téléphoner aux patients, à la famille ou aux autorités locales pour qu'ils convoquent le patient pour reprendre son traitement. Parce qu'il devient un problème aussi bien pour lui-même que pour la collectivité. Nous passons à un gros chapitre qui est la surveillance du traitement. La surveillance du traitement, elle se fait cliniquement. Elle se fait à un rythme de consultation tous les 2 mois. C'est-à-dire le patient vient au niveau du CDT-MR à M2, M4, M6, c'est-à-dire à la fin du 2e mois, à la fin du 4e mois et à la fin du 6e mois. Et si éventuellement il y a un problème, si le patient présente un problème, il peut venir à n'importe quel moment. Ça, c'est le rythme de consultation. L'évaluation clinique, elle va s'intéresser à la réponse au traitement. Est-ce que le patient présente toujours des signes cliniques, s'il y a régression, s'il y a aggravation des signes cliniques. On vérifie aussi le poids, c'est un bon indicateur de bonne réponse au traitement. Donc, si le patient, parce que le patient avant le traitement, il a déjà perdu 4, 5, 6 kilos avant le traitement. Bien sûr, lorsqu'on démarre le traitement, en général, le patient reprend son poids progressivement. Donc, la prise de poids, c'est un élément intéressant d'un indicateur de réponse au traitement. La surveillance s'intéresse aussi à la tolérance. Est-ce que le patient rapporte des effets secondaires ou pas? Parce que si on ne prend en charge, s'il ne prend pas en charge ces effets secondaires, la persistance des effets secondaires peut être responsable d'un abandon de traitement. Troisièmement, la surveillance s'intéresse à l'observance. On s'intéresse à vérifier et on insiste auprès du patient et de sa famille pour qu'il y ait un respect strict des schémas thérapeutiques et des posologies et des règles du traitement. La surveillance, ces rythmes de consultation sont toujours l'occasion d'une bonne éducation du traitement. La surveillance, elle se fait aussi, c'est une surveillance bacilloscopique, c'est-à-dire qu'on va faire des examens bactériologiques à M2, M4, M6, c'est-à-dire à la fin du 2e mois, du 4e mois et du 6e mois du traitement. En général, à la fin du 2e mois du traitement, les frottis vont être négatifs. On a ce qu'on appelle une conversion. Il était positif au début du traitement, il devient négatif à la fin du 2e mois, ce qui est la situation la plus fréquente dans plus de 85-90% des cas. Si par hasard, les frottis sont positifs à la fin du 2e mois du traitement,
Il faut toujours continuer le traitement et refaire les examens bactériologiques à la fin du 3e mois de traitement et demander aussi un gène expert. Parce que déjà, lorsqu'on est positif à la fin du 2e mois du traitement, on se dit, est-ce qu'on a déjà le début d'un échec de traitement? À la fin du 4e mois, en général, les frottis sont négatifs, ce qui est le cas dans 95% des cas. Si les frottis est positif, dans ce cas, on s'est dit que probablement on est dans une situation d'échec et on fait un gène expert et on réfère au médecin spécialiste pour une prise en charge des échecs. À la fin du 6e mois du traitement, en général, les frottis sont négatifs. Si les frottis sont négatifs à la fin du 6e mois du traitement, on va déclarer la guérison. S'ils sont positifs, on va déclarer l'échec et gène expert. La surveillance, elle se fait aussi sur le plan radiologique. Mais dans ce cas, on fait soit une radio standard, soit une radiophoto, c'est des mini-radios, c'est des petits clichés. Donc, c'est des radios qui sont faites au début du traitement, mais et à la fin du traitement aussi. À la fin du traitement, parce que on va documenter l'aspect radiologique en fin de traitement pour voir s'il y a des séquelles et pour pouvoir le comparer avec des examens radiologiques futurs. Bien sûr, la radio aussi est demandée en cas de complications. Les résultats du traitement. Le traitement est dit guéri pour les tuberculoses confirmées bactériologiquement ou bactériologiquement confirmées si le traitement a été correct, prise régulière, durée suffisante et si l'examen direct est négatif en fin du traitement. Dans les autres cas de figure, c'est-à-dire en cas de tuberculose diagnostiquée cliniquement ou de tuberculose extrapulmonaire où nous n'avons pas la possibilité d'avoir des BK négatifs ou positifs, dans ce cas, on va dire traitement achevé. Et nous avons l'échec abondant et perdu de vue. L'échec abondant et perdu de vue ont déjà été vus dans les diapos précédentes. Nous passons au dernier chapitre qui est le chapitre sur la prévention, qui va s'intéresser au dépistage précoce et traitement de la tuberculose maladie, au dépistage et traitement de l'infection tuberculeuse latente et à la vaccination. Le dépistage précoce de la maladie, c'est l'identification des sources de contamination. Et ce dépistage va s'intéresser à toutes les personnes qui consultent pour des signes fonctionnels respiratoires ou généraux persistants depuis plus de 2 semaines. Donc, toute personne qui vient en consultation pour des signes fonctionnels respiratoires ou généraux depuis plus de 2 semaines sont suspects de tuberculose et ils doivent bénéficier d'un dépistage de tuberculose. Mais le dépistage s'intéresse aussi au sujet contact, c'est-à-dire les personnes habitant sous le même toit ou qui partagent la même pièce pendant plusieurs heures par jour avec une personne qui a une tuberculose confirmée ou une tuberculose infection. Le dépistage s'intéresse aussi au sujet avec HIV, sérologie HIV positive. Et le dépistage s'intéresse aussi à toutes les personnes qui ont fait une radio thoracique, qui ont une radio thoracique suspecte faite de façon systématique ou autre. Et dans ce cas, toutes ces personnes vont bénéficier d'un dépistage de la maladie. Le dépistage les modalités pratiques de dépistage sont les suivantes. Un interrogatoire et un examen physique. On recherche les signes fonctionnels respiratoires, les signes généraux, le terrain,
On cherche l'immunodépression, la promiscuité et autres. On va chercher les signes fonctionnels, l'amaigrissement, la fièvre, la toux, la dyspnée et autres. L'examen physique, on va rechercher s'il y a des adénopathies, s'il y a syndrome d'épanchement ou autre. La radiographie thoracique à la recherche de lésions suspectes de tuberculose. L'examen bactériologique des expectorations en cas de signes cliniques ou radiologiques suspects de tuberculose pour les adultes. Il y a plutôt un examen bactériologique et radiologique. On va faire, pour toutes les personnes suspectes, on va faire adultes, on va faire et une bactériologie et une radiographie thoracique. Chez les enfants, quand la bactériologie est compliquée parce qu'ils ne savent pas cracher correctement, on va faire un test tuberculinique. Si le dépistage s'avère négatif, il faut sensibiliser les sujets contacts à revenir consulter à la moindre apparition d'un signe clinique fonctionnel. Concernant l'infection tuberculeuse latente, vous devez savoir que les adultes sains infectés risquent de passer à la maladie avec un pourcentage, avec une probabilité de 5 à 10%. On a déjà expliqué ça. Le passage de l'infection à la maladie, il se fait au cours de la première année, il y a un pourcentage, une probabilité de passer à la maladie au cours de la première année de 5%. Et pour le reste de la vie du patient infecté, le risque de passage est de 5% supplémentaire. Donc en principe, c'est 5 à 10%. Nous avons un risque de passer d'une infection tuberculeuse latente à une tuberculose maladie. Mais cette probabilité augmente chez les enfants de moins de 1 an, chez les enfants contact bien sûr, chez les enfants de 1 à 2 ans contact. Chez les sujets HIV, le passage est de 50 à 110%. Et ce qui est classique, c'est qu'on dit que chez les sujets HIV, ils ont une probabilité de 5% annuelle. C'est-à-dire qu'au bout de 10-15 ans, ils vont obligatoirement faire une tuberculose. Donc, chez les transplantés, chez les hémodialysés et chez les patients traités par les médicaments anti-TNF. Donc, la détection de l'infection tuberculeuse latente est indiquée chez les sujets contacts d'une tuberculose confirmée bactériologiquement. Donc, c'est toute personne, adulte ou enfant, ayant des contacts répétés à rapprocher avec le cas index. Cas index, c'est-à-dire un cas tuberculeux contagieux. Le risque d'infection après cette exposition dépend de la contagiosité du cas index. Est-ce qu'il est phrotype positif? Est-ce qu'il a une caverne ou pas? De la période de contagiosité. La période de contagiosité, c'est les 3 mois avant le diagnostic. Et le degré de proximité, de confinement et de la durée du contact. Donc, la détection est indiquée chez les sujets contacts, elle est indiquée chez les sujets candidats pour une transplantation, chez les hémodialysés, les diabétiques, les patients HIV positifs, les patients candidats à un traitement par des inhibiteurs du TNF-alpha, les patients actuels ou anciens exposés à la silice, la population carcérale, c'est-à-dire les sujets prisonniers, parce qu'il y a un confinement et une promiscuité très importante, et les groupes vulnérables ou marginalisés tels que les émigrés, les migrants, les sans-abri et autres. Les moyens, le dépistage et le traitement de l'infection tuberculeuse latente. Les moyens, il faut d'abord éliminer une tuberculose maladie. Deuxièmement, c'est que la confirmation du diagnostic n'est pas nécessaire chez les enfants de moins de 5 ans et chez les personnes vivant avec le VIH. En général, chez les enfants de moins de 5 ans, on va se dire que le patient est d'emblée à une infection tuberculeuse latente. Donc, le diagnostic se fait par l'intradermoréaction à la tuberculine. Donc, une intradermoréaction positive peut être secondaire
soit mais l'intradermoréaction, elle peut être, mais l'intradermoréaction positive peut être secondaire aussi à une vaccination antérieure par le BCG, à une infection par une mycobactérie non tuberculeuse, mais elle peut être aussi positive en cas de tuberculose active, ce qui fait que l'intradermo, c'est un moyen de diagnostic qui est de plus en plus délaissé au profit des tests de libération de l'interféron gamma qui sont plus sensibles et plus spécifiques que l'intradermoréaction. Donc, l'intradermoréaction, on ne tient compte de ça que seulement si l'intradermoréaction est supérieure à 10 mm en l'absence de vaccination antérieure par le BCG, ou bien si l'intradermo est supérieur à 15 mm avec un enfant vacciné, avec un sujet vacciné, ou si l'intradermoréaction a augmenté de plus de 10 mm entre 2 IDR à 3 mois d'intervalle, ce qu'on appelle un virage tuberculinique. Ou bien en cas de test de libération de l'interfère gamma qui est positif. Donc l'arbre décisionnel est le suivant. Chez tous les sujets appartenant au groupe à risque, s'ils ont des symptômes de tuberculose, on doit rechercher une tuberculose active ou d'autres pathologies. S'ils n'ont pas ces symptômes, donc on doit demander l'intradermoréaction ou l'interféron gamma. Si l'interféron gamma ou l'intradermoréaction est positif, on demande une radiographie thoracique. Si le patient ne présente pas d'anomalie radiologique, on va traiter l'infection tuberculeuse latente. S'il a des anomalies radiographiques suspectes de tuberculose, on recherche une tuberculose active et dans ce cas, probablement, on va traiter une tuberculose active. Donc, par contre, si l'interféron gamma ou l'intradermoréaction sont négatifs, dans ce cas, il n'y a pas lieu de faire un traitement particulier. Bien sûr, cet arbre décisionnel, comme on l'a dit, ne s'applique pas aux enfants de moins de 5 ans qui, même s'ils n'ont pas de symptômes et quelle que soit la situation, c'est-à-dire en dehors de l'infection tuberculeuse active, sûrement qu'on va traiter comme une infection tuberculeuse latente, aussi bien pour les enfants de moins de 5 ans que pour les sujets VIH. Donc, pour le traitement de l'infection tuberculeuse latente, après avoir éliminé une tuberculose maladie, au Maroc, le schéma qui est préconisé, c'est l'INH à 5 mg kg chez l'adulte et 10 mg kg chez l'enfant, avec une durée du traitement de 6 à 9 mois et une efficacité de 60 à 90%. Donc, il permet de prévenir le passage de l'infection à la maladie. Donc, après le dépistage et le traitement de l'infection tuberculeuse latente, nous passons maintenant au chapitre de la vaccination, qui est le dernier chapitre de ce cours. La vaccination, vous devez savoir que le vaccin de la tuberculose s'appelle le BCG, c'est bacille de Calmette et Guérin. C'est Calmette et Guérin qui ont élaboré et qui ont mis au point le vaccin en 1908. C'est une souche de bacille bovin avirulente, c'est-à-dire c'est une souche de Mycobacterium bovis qui est avirulente, c'est-à-dire qui n'est plus virulente. Et elle donne une certaine protection, mais elle donne surtout une allergie. Elle ne protège pas réellement contre la tuberculose maladie. Par contre, elle protège contre la tuberculose, les tuberculoses dites multifocales et les tuberculoses graves. La vaccination, il faut toujours... Le vaccin BCG, c'est un vaccin vivant. Donc, il faut toujours vérifier la date de validité. Il doit être conservé à froid. Il faut veiller à ce que la chaîne du froid soit respectée à plus 4 degrés, à l'abri de la lumière. C'est un vaccin lyophilisé avec conservation prolongée. Lyophilisé, c'est-à-dire que lyophilisé, c'est-à-dire qu'on doit mettre sous... c'est une poudre qu'on doit associer avec une solution
et c'est un vaccin qui doit être manipulé avec précaution. La méthode de vaccination est la suivante. Donc, la vaccination, elle se fait par voie intradermique à l'aide d'une aiguille très courte, très fine. On va injecter 1/10 de millilitre sous la pointe du deltoïde. On va introduire seulement le biseau de l'aiguille dans le derme. Pour les enfants de moins de 1 an, la vaccination, on fait la moitié de la dose, c'est-à-dire au lieu de 0,1 ml, on va faire 0,05 ml. Au Maroc, la vaccination est obligatoire dès la naissance et à répéter lors de la première année scolaire. Donc, ce sont les aiguilles à utiliser. On va injecter réellement juste sous le derme et non pas une injection sous-cutanée. Voilà. Il y a formation ce qu'on appelle une peau d'orange qui témoigne de l'injection intradermique. L'évolution de la lésion vaccinale est la suivante. En général, entre J15 et J25, il y a une indération érythémateuse creusée d'une petite ulcération sointante. Il n'y a pas lieu de mettre un antibiotique ou un antiseptique. Il faut juste couvrir par une petite compresse. Il n'y a pas d'incident ou des accidents majeurs, sauf de façon exceptionnelle. On peut avoir ce qu'on appelle une adénopathie régionale, une ulcération traînante, une miliaire ou une ostéite qui sont des situations vraiment exceptionnelles. Voilà, c'est une petite ulcération et la cicatrice qui commence à se faire. L'effet protecteur du BCG est très minime. Il a peu d'effet sur la diminution de la tuberculose dans la collectivité, mais il a un effet protecteur très important parce qu'il permet de diminuer le risque pour les tuberculoses disséminées et les tuberculoses graves. La durée de protection est d'environ 15 ans. Les contre-indications de la vaccination sont toutes les maladies infectieuses en cours, le traitement corticoïde ou immunosuppresseur et l'eczéma en période sointante. Je vous remercie.